Bonsoir, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 15e édition du prix de l'innovation des Assises de la cybersécurité. Et une soirée qui est cette année virtuelle, mais qui s'annonce passionnante avec 4 belles startups au programme. Alors, 15 ans qui ont vu naître et se développer plusieurs pépites de la cybersécurité, qui sont aujourd'hui des acteurs reconnus du marché, et j'espère le même sort aux vainqueurs de cette année. Je vous rappelle qu'à l'issue de la présentation, vous voterez pour attribuer le prix du public. Le jury, lui, se retrouvera demain afin de désigner son lauréat, qui se verra offrir sa participation aux Assises de la cybersécurité en octobre. Alors, je me présente, je suis Florence Puy-Barrault, je suis directrice des contenus de DG Consultant et j'ai le plaisir d'animer cette soirée avec Jérôme Billois, qui est associé au cabinet Weston. Ce prix de l'innovation doit aussi beaucoup à son prestigieux jury composé d'experts de la cybersécurité et coprésidé cette année par Didier Gras, qui est IT Risk et Cybersecurity Officer de BNP Paribas, et par Thierry Auger, député CIO et CSO de Lagardère. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de tester le système de vote Klaxoon. C'est comme ça que vous désignerez le prix du public ce soir. Donc vous pouvez télécharger l'application, taper Klaxoon dans le navigateur ou plus facilement encore, photographier le QR code qui s'affiche et vous allez tout de suite pouvoir accéder à Klaxoon. Vous saisissez le code que vous voyez sur l'écran et une fois que vous avez saisi le code, on va vous proposer 4 questions. Donc, je vous laisse, voilà. Pour ceux qui n'ont pas saisi le code, vous pouvez le retrouver en haut. Et les questions, que vous évoque la Blue Team, l'équipe de France chargée de la cybersécurité nationale, l'équipe SSI chargée d'assurer la sécurité du système d'information, le Centre national de cybersécurité maritime ou l'unité cyber créée par l'Union européenne pour assurer la défense contre de potentielles attaques des continents extérieurs. Donc on laisse un petit peu de temps pour le... Ça va. Eh ben, je pense que c'est bon, on peut avoir les résultats. Alors, donc c'est l'équipe de France chargée de la cybersécurité nationale qui a été désignée à 67%. Et en second, l'équipe SSI chargée d'assurer la sécurité du système d'information. Bien. Je vois que le test a fonctionné, donc nous allons continuer. Et maintenant, je vais laisser la parole à Jérôme Billois, qui donc anime cette soirée avec moi pour nous présenter l'univers des startups et les 4 startups qui sont retenues ce soir pour ce pitch. Jérôme, c'est à toi. Tu es muet, Jérôme. Donc bonsoir Florence, merci pour cette introduction. Donc c'est avec plaisir de vous retrouver tous ce soir, alors pas au pavillon Cambon-Capucine, hein, comme on l'aurait évidemment aimé, mais virtuellement, mais pour découvrir un écosystème qui lui n'est pas virtuel du tout. Vous le savez, l'écosystème de l'innovation français n'a pas du tout à rougir à l'échelle internationale.
On vient juste de publier l'édition 2020 du radar des startups. On a recensé cette année plus de 150 startups qui composent cet écosystème, un écosystème qui est en croissance de 19% par rapport à l'année dernière. On fait ce compte chaque année. On était à 100 startups, puis on est passé à 130 et maintenant on est à 150. Donc vraiment une vraie force. En tout cas, notre pays à l'échelle européenne est clairement parmi les leaders en coude à coude avec nos amis britanniques. Ces startups, elles ont aussi été percutées par l'effet Covid, comme tout le monde, mais quand on les a interrogées récemment sur ce sujet-là, eh bien, on voit quand même qu'elles gardent confiance. On a 45% des startups qui gardent confiance dans l'avenir et qui voient que finalement, eh bien, le sujet de la cybersécurité est toujours un sujet sur lequel ils sont très demandeurs. Et chose intéressante, 83% de ces startups ont renforcé leur R&D pendant cette période de confinement, qu'on aura peut-être une bonne surprise d'ici quelques mois en voyant eh bien, des solutions encore plus innovantes. Voilà, donc ce soir, c'est 4 startups qu'on va découvrir à la fois par une vidéo et puis ensuite par un jeu de questions-réponses qui vous permettront à la fin bien, de voter. Et on va commencer avec la première de ces startups qui est Buster AI, l'antivirus de l'information. Derrière ce terme, eh bien, on va laisser son CEO, Julien Mardas, vous présenter la société en vidéo. Buster AI est une jeune entreprise innovante de la Deep Tech française. Notre équipe est composée d'ingénieurs issus des grandes écoles de France spécialisées en intelligence artificielle, notamment en compréhension naturelle des langues et en vision informatique. Notre start-up développe ses propres logiciels d'excellence et innovants pour combattre la désinformation. En 2022, nous consommerons tous plus de fausses informations que de vraies. Il sera impossible de garantir la stabilité des marchés financiers et l'équilibre mondial. Les médias, décideurs et consommateurs vont être dépassés. Notre promesse, c'est de rétablir cet équilibre. Nos algorithmes permettent de découvrir les fausses informations dans les contenus textuels, audiovisuels, qu'un humain seul aurait du mal à identifier. Ainsi, nous allons enfin redonner le pouvoir aux consommateurs, rédacteurs et modérateurs d'accéder à une information vérifiée et certifiée rapidement. Nous souhaitons créer un standard permettant à ces métiers d'être en conformité avec les lois récentes contre la prolifération des fake news. Buster AI est l'antivirus de l'information capable d'analyser les textes et les contenus audiovisuels afin de détecter les fausses informations et de permettre de lutter contre les cybermenaces. Les attaques et menaces persistantes se cachent dans les signaux faibles. La désinformation et l'ingénierie sociale en font partie et sont quasiment toujours l'un des premiers vecteurs d'attaque. L'information est souvent cachée dans les réseaux sociaux du domaine public. Découvrir ces menaces avec peu d'a priori est une tâche très difficile pour un humain, mais où nos algorithmes d'intelligence artificielle excellent. La suite logicielle Buster AI est une technologie souveraine, développée à partir de standards open source, conformes à la réglementation. Nous avons développé des algorithmes lauréats de concours mondiaux face à de grandes universités américaines et des multinationales telles que Square, Accenture ou IBM. Aujourd'hui, nous sommes capables d'identifier avec 93,8% de précision les faits basés sur des évidences. L'information est une arme, mais pour nous, elle doit servir au développement de l'humanité. Merci. Voilà donc cette première vidéo, cette première start-up. On va donc passer maintenant aux questions-réponses avec les membres du jury. On a analysé en profondeur chacun des dossiers de ces start-up et eh bien c'est Loïs qui va poser la première question qu'on a sélectionnée au sein du jury. Loïs, la parole est à toi. Bonjour à tous, merci déjà pour cette intervention. On avait une question dans la présentation, on entend beaucoup parler de désinformation, de journalisme, mais la question maintenant c'est comment votre technologie peut aider les RSSI dans leur mission de tous les jours? Est-ce que vous avez des cas concrets, des retours d'expérience pour savoir pour comprendre comment votre technologie
technologie pourrait aider le RSSI pour protéger ses informations et son entreprise? Merci. Bonjour et merci. Alors, concernant le RSSI, il va être en mesure d'identifier en fait les signaux faibles dans les réseaux sociaux au sujet de sa sécurité, mais il va aussi être capable d'identifier dans les informations qui transitent sur son réseau quels sont les éléments qui ne font pas partie en fait d'un comportement normal de l'infrastructure. Notamment notre algorithme en fait est capable de construire une base de faits. On pourrait imaginer en fait utiliser notre algorithme comme une manière d'extraire l'information normale de cette base, comme étant par exemple un système en fonctionnement correct. Donc nominalement, le système émet des valeurs clés qui disent qu'il fonctionne. Et dès qu'un pattern anormal est identifié, le système est capable de tout de suite remonter cet élément. Merci pour cette question. Maintenant, Didier, est-ce que toi merci pour cette réponse, pardon. Didier, est-ce que toi tu as de ton côté? Oui, j'aimerais qu'on donne la possibilité de mieux comprendre l'innovation, c'est-à-dire que vous l'avez expliqué, vous avez commencé à amorcer ce point-là, mais qu'est-ce qui fait finalement la différence avec d'éventuels outils concurrents? J'aimerais que vous puissiez un peu mieux expliquer cette innovation, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, nous n'avons aucun concurrent qui est capable d'identifier et dans les vidéos, et dans l'audio, et dans le texte, et dans les images, des contenus fallacieux et des contenus forgés. Sur ces parties-là, en fait, les cyberattaques de type désinformation ou de type ingénierie sociale sont très souvent à l'origine de nombreuses attaques. Typiquement, forger un message qui est complètement faux, qui dit qu'il y a une panne dans le système d'information quand vos bases montrent qu'il n'y a pas de panne, est très facile d'identifier que cette information n'est pas bonne. Mais on va au-delà de ça, c'est-à-dire que si demain une vidéo circule sur Emmanuel Macron et par exemple sur notre président ou sur une autre personnalité politique qui dit qu'il est inutile de porter des masques, nous serons tout de suite en mesure d'authentifier cette vidéo et de permettre au modérateur de bloquer sa viralité. Pour un humain normal, analyser des vidéos comme ça prendrait des heures et des heures. Pour notre algorithme, ça prend quelques secondes. De la même manière, dans du texte, si une dépêche, par exemple, atteint un ministère, un gouvernement ou un centre de cyberdéfense ou une cyberarmée, il sera possible pour cette armée d'en authentifier très rapidement le contenu, de vérifier tout de suite si les faits sont vérifiés ou non, et d'agir en conséquence. L'enjeu est capital pour la défense nationale. Donc ça veut dire, je pense, c'est un point important, que votre solution aujourd'hui gère de la vidéo, de l'audio, du texte et va pouvoir interagir pour essayer de déterminer si c'est un fake ou pas. Par exemple, on pense à l'ingénierie sociale que vous avez cité dans votre vidéo. Donc ça pourrait peut-être un moyen d'automatiser des contrôles. Comment, par exemple, une société ou peut-être une société de threat intel qui va faire cette analyse plus quotidiennement ou un SOC peut utiliser votre technologie? C'est à travers des API? C'est une solution qui est obligatoirement cloud pour des besoins de recherche et de puissance de calcul, donc il faut pousser ces données vers une solution cloud? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été réfléchi? Tout à fait. Alors nous, on a une possibilité. Donc en fait, ces calculs sont coûteux. Et pour exécuter ces calculs, très souvent, il est nécessaire d'avoir des GPU, donc des cartes graphiques. On peut fonctionner en cloud ou on-premise. On est capable d'installer des infrastructures dédiées, donc notamment qui respectent les normes ISO en vigueur, ISO 27001 par exemple, mais des standards un peu plus avancés au niveau militaire. L'idée derrière la solution, c'est de permettre en fait de vérifier, d'assesser le niveau de menace sur un sujet, d'avoir des mots-clés qui remontent et de savoir où se situe la vérité et où se situe l'information pour que des Security Incident Response Teams puissent positionner leur verdict et éviter justement que la viralité d'une information cause des dégâts. Bon, il y a plusieurs exemples qui viennent en tête, mais on pourrait imaginer par exemple une image qui cite une attaque terroriste à Paris, qui montre des photos du Bataclan et qui cite le Théâtre National comme étant cible de personnes armées qui attaquent, alors qu'il n'en est rien puisque l'image ne correspond pas au texte. Le texte cite une image qui n'est pas vraie. Aujourd'hui, cette analyse, il n'y a personne qui est capable de la réaliser dans le marché. Donc les enjeux sont colossaux, les enjeux sont très importants pour la sécurité nationale. Il faut savoir aujourd'hui qu'une fausse information sur Twitter circule 6 fois plus vite qu'une information réelle et qu'en 2022, on est break-even, c'est-à-dire qu'en 2022, on consommera tous plus de fausses informations que de vraies.
Il sera donc nécessaire de garantir la stabilité des marchés financiers dans ce contexte sera extrêmement compliqué, d'ailleurs même la stabilité globale, et il faut agir, il faut avoir des moyens pour agir et des moyens pour permettre d'éviter et de mitiger ces menaces. Est-ce que justement vous avez des clients aujourd'hui ou un retour d'expérience pour prouver que la solution est vraiment très impressionnante, mais on a du mal un peu à y croire, hein. C'est pas négatif, je dis ça, mais est-ce que justement vous avez fait tester votre solution et elle fonctionne dans des entreprises ou dans peut-être des administrations? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui tourne et sur ces différents éléments qu'on parlait, texte, audio, vidéo? Tout à fait, la promesse est importante et nous avons des algos lauréats, donc on est gagnant du challenge de l'ACL, de l'Association for Computational Linguistics, qui est la revue en fait scientifique où les publications, c'est la plus grande revue scientifique de publication sur le traitement automatique des langues. Nous avons remporté un challenge en 2020 qui s'appelle CheckDat, qui permet de vérifier donc des faits par rapport à une base de faits uniquement en utilisant des algorithmes de deep learning. Donc nous, on est classé premier dans ce challenge et aujourd'hui, nos prédictions sur cette base-là sont à 93,8%. Donc ça, c'est une manière incontestable de vérifier que nos algorithmes fonctionnent. De la même manière, on fonctionnait aussi sur Deepfake Detection Contest, où on s'est classé parmi les premiers pour détecter des vidéos fausses. Pour une démo, on pourra faire une démo si vous le souhaitez et vous montrer en fait comment fonctionnent les algorithmes. Au sujet des clients, aujourd'hui, on a plusieurs clients donc dans les médias, TF1, mais on a aussi des agences de presse et des institutions gouvernementales chez qui la solution tourne. Ok, merci pour cette réponse. Il y a 2 questions du public. Il y en a une première qui était sur la démonstration. Donc peut-être que vous pourriez nous indiquer un endroit où on peut voir une démonstration du produit, peut-être sur votre site web. Et également une question sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est plutôt dans une approche black box, white box? Quel est finalement le degré de visibilité que vous offrez sur cette intelligence artificielle? Okay. Alors pour la démo, c'est très facile. Il suffit de nous contacter sur notre site web, de laisser une email valide pour qu'on puisse rentrer en contact avec la personne et on vous crée une démo et un compte pour que vous puissiez tester la solution. Sur l'approche deep learning, donc on a plusieurs algorithmes de deep learning qui nous permettent de faire ces vérifications et qui nous permettent donc de se prononcer. On n'est pas sur une approche black box puisqu'on est un peu explainable dans la mesure où on est capable de citer la source qui a servi pour faire la prédiction. On est capable de citer des sources parmi les sources qu'on indexe. Il faut voir qu'on est finalement un énorme indexeur de faits, sauf que nous, on récupère l'information et nos algorithmes extraient les faits de cette information. Donc dans notre index, en fait, c'est très simple. On a des papiers de recherche où les vérifications sont faites contre des papiers de recherche, donc c'est evidence-based. On peut citer le papier de recherche qui permet de se prononcer, mais on a également donc, des bases de vérité qui ont été construites avec des agences de presse réputées à réputation mondiale, nous-mêmes par des procédés qui nous permettent tout de suite d'identifier qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai dans certaines données publiques, et également des grands médias renommés, réputés, qui sont connus pour diffuser des informations vérifiées. À cela, on ajoute les informations qu'on récupère un peu partout sur la toile et nous sommes capables derrière, en fonction de cette prédiction, de citer les sources en support ou en opposition pour une vérification donnée. Donc il y a une transparence, on peut aller vérifier à la main que l'IA s'est pas plantée et l'IA cite justement la bonne source pour réaliser sa vérification. Très bien. Alors, une dernière question en moins d'1 minute. Finalement, une question à nouveau du public qui nous dit que vous avez annoncé participer au concours de détection de deepfake de Facebook. Les premiers résultats annoncés par Facebook montreraient que les meilleures solutions ont un taux de détection qui dépasse de peu les 50%. Quel est le taux de détection de Buster AI dans le concours? Alors, ça, il y a les taux de détection sur les sets de Facebook. Et là, il y a des scores qui sont très élevés, qui ne correspondent pas à ces chiffres. Et il y a les taux de détection sur toute donnée. Donc, sur le dataset de Facebook, nous, on a des scores très élevés qui dépassent les 90%. Cela dit, ces données, ce sont des vidéos qui sont dans un contexte précis et donc qui ne représentent pas les vidéos réelles. Il faut réentraîner les modèles sur les vidéos réelles pour détecter plus d'événements. Aujourd'hui, sur la détection de visages falsifiés et d'audio falsifiés sur les visages, on est supérieur à 90%. Très bien, merci pour cet échange. On va pouvoir maintenant passer à notre deuxième startup, la startup Acuity, représentée aujourd'hui par Patrick Ragaru, son CEO, qui va nous présenter en vidéo son cockpit de gestion des vulnérabilités.
tous, je suis Patrick Ragarvu, le fondateur d'Acuity. Cette 20e édition des Assises a une résonance toute particulière pour moi. D'une part, parce que j'ai l'opportunité de vous présenter mon nouveau projet, mais aussi parce qu'il y a 20 ans, presque jour pour jour, je démarrais ma première aventure entrepreneuriale dans ce qu'on appelait encore la sécurité des systèmes d'information. Déjà à l'époque, la gestion des vulnérabilités était une préoccupation. Aujourd'hui, c'est devenu une course épuisante et perdue d'avance à vouloir corriger toujours plus de vulnérabilités avec des moyens finis et sans pouvoir en mesurer l'efficacité. La promesse d'Acuity est de mettre fin à ce cauchemar. Sur le terrain, il s'est créé un véritable fossé entre d'un côté la détection des vulnérabilités, avec un arsenal aujourd'hui complet, mature mais aussi très bavard, et de l'autre côté, les opérationnels qui s'épuisent dans une logique d'urgence. Acuity vient combler ce vide. L'efficacité d'Acuity se construit sur 3 piliers. À la base, Acuity collecte, centralise et normalise les vulnérabilités issues de votre arsenal de détection, quel qu'il soit. Scanner de vulnérabilité, audit de code et même résultat de pentest. Au passage, à l'issue de cette première étape, l'entreprise dispose, parfois pour la première fois, d'une vision consolidée de l'ampleur de la tâche. Le deuxième pilier d'Acuity introduit le True Risk Score. J'y reviendrai, mais retenez que cette innovation permet de prioriser l'importance d'une vulnérabilité en la contextualisant. Ce score est calculé en continu, en monitorant et corrélant des sources de menaces externes, de la threat intelligence pour jargonner un peu, le contexte technique de l'entreprise, comme le niveau d'exposition des assets, et bien évidemment la criticité business des actifs concernés. Enfin, troisième principe, en plus d'être le cockpit de gestion des vulnérabilités du RSSI, Acuity s'adresse également aux équipes de remédiation, s'interfacent nativement avec leurs process et leurs outils. Concrètement, pour le RSSI, le brouillard se lève sur l'avancée des plans de remédiation. Dans l'autre sens, les équipes de remédiation ont accès à des informations consolidées et mesurent l'impact de leur travail sur l'exposition de l'entreprise. L'effet sur la motivation des équipes nous a déjà été confirmé. Pour vous faire toucher du doigt les innovations technologiques portées par notre plateforme, je vous propose un cas client très concret. Comme vous le voyez, ces outils de détection remontent plus de 180 000 vulnérabilités jugées critiques par ces sources de détection. Du coup, on peut dire qu'il y a du boulot. C'est là qu'Acuity intervient. Acuity monitore en continu plus de 30 sources de menaces, ce qui permet par exemple de déterminer s'il y a un exploit disponible ou si votre secteur d'activité est plus particulièrement ciblé. Nous intégrons également dans l'algorithme votre contexte technique. Par exemple, quels actifs sont exposés sur Internet ou quels sont ceux qui sont protégés par d'importants dispositifs de sécurité. Rien qu'à ce stade, en compilant threat intelligence et contexte technique, Acuity réduit à moins de 1% le stock de vulnérabilités critiques. Mais on ne s'arrête pas là. Nous resserrons les mailles du filet en incluant vos résultats d'analyse d'impact. Sachant que vous ne disposez pas toujours de ces informations, nous avons développé un algorithme statistique qui évalue la sensibilité des actifs. Il se base sur des informations techniques, comme la nature de l'asset, le type d'applicatif concerné ou ses interconnexions. Au final, la combinaison de tous ces facteurs aboutit au calcul du score Acuity. Dans ce cas client, il permet aux équipes de se concentrer sur moins de 1000 vulnérabilités. On repasse clairement à l'échelle humaine. Je vous ai beaucoup parlé de promesses, mais Acuity, c'est déjà une réalité. Depuis le début de l'année, Acuity est déployé chez 25 clients, dont la moitié de grands comptes. En pratique, cela se traduit par plus de 300 000 actifs gérés, 5 millions de vulnérabilités supervisées, mais surtout des résultats qui valident pleinement notre valeur ajoutée. Un stock de vulnérabilités critiques réduit en moyenne de 95%, des durées et des coûts de traitement divisés par 2 dès la mise en place de la solution. Acuity, c'est aussi une chouette aventure humaine. Dès le départ, j'ai spontanément été accompagné par une équipe d'experts en cybersécurité, de développeurs confirmés et de data scientists. Nous sommes 13 aujourd'hui pour développer le produit, accompagner nos clients, convaincre nos prospects et grandir vite. Pour conclure, si vous deviez retenir 2 choses d'Acuity. Premièrement, c'est une somme d'innovation technologique qui va booster l'efficacité et la gestion des vulnérabilités en devenant le chaînon manquant entre détection et remédiation. Mais plus que ça encore, nous avons l'ambition que l'expérience Acuity fournisse à toute la communauté cyber de l'entreprise la plateforme de confiance qui va remettre la gestion des vulnérabilités à sa place. J'entends par là à la base de la lutte contre la cybermenace. Je vous remercie pour votre attention et j'espère à très bientôt.
Et voilà donc pour la vidéo de Acuity. Merci Patrick. Donc Patrick a eu un problème technique ce soir, on ne pourra pas le voir en vidéo, mais ça ne l'empêchera pas de répondre aux questions par téléphone. Et la première des questions, elle nous vient de Didier Gras. Bonsoir Patrick. Les solutions d'analyse des vulnérabilités, on en connaît tous, et le marché est prolifique. Mais la plupart de ces solutions souffrent souvent d'une difficulté à traduire l'alerte par une action terrain claire et factuelle. Est-ce que vous vous positionnez sur ce point-là et de quelle manière? Alors oui, bonjour Didier. Oui, on se positionne bien évidemment. L'un des objectifs, c'est de faciliter le travail des équipes de remédiation. Et comme vous l'avez vu, on va agréger des données venant de sources multiples, mais on ne se contente pas seulement d'agréger et de normaliser. On construit aussi une base, un référentiel de vulnérabilité qui va être standardisé et qui va décrire pour chacune de ces vulnérabilités, en fonction de toutes les sources qu'on a recueillies, les moyens, la description de la vulnérabilité, mais également les moyens pour contourner, corriger ou bien éviter de corriger la vulnérabilité. Donc, dans les informations qui sont transmises aux équipes de remédiation, et encore une fois directement dans leurs outils natifs via des API de communication bidirectionnelle, les équipes de remédiation vont avoir accès à une information standardisée qui décrit systématiquement, bien évidemment, la manière de corriger la vulnérabilité. Donc c'est un élément important de notre proposition de valeur. Merci. Loïs ? Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour cette présentation et pour ce dossier. Un point, voilà, on vous avait vu l'année dernière et on a remarqué justement qu'il y a eu une évolution de la solution où vous avez justement apporté cette vision de tableau de bord pour avoir une vision peut-être un peu plus globale, ce qui est une évolution très appréciable. Une question, c'est voilà, est-ce qu'on pourrait avoir une explication un peu de comment la solution intègre les menaces et les conséquences qui ont été présentées dans la vidéo? Comment est-ce que c'est quelque chose qui est fait manuellement? Peut-être justement expliquer un parcours type soit d'un RSSI, soit d'une équipe équipe sécurité sur votre solution, c'est-à-dire intégrer des collecteurs spécifiquement compatibles et automatiser, avoir un travail manuel sur les rapports pour détailler, pour avoir une vision homogène. Comment ça fonctionne? Alors, un petit peu, si vous remémorez le schéma, la chaîne de liaison que j'ai modélisé, mais c'est un peu sur ce modèle-là. On dispose de connecteurs avec des outils, voire même avec des plateformes, avec des services. Donc, vous avez des connecteurs aujourd'hui qui sont relativement plug and play. On peut configurer un connecteur en moins de 5 minutes vers un outil, un scanner de vulnérabilité. On a aussi des interfaces pour gérer des résultats de pentest ou des plateformes de bug bounty. Donc, on essaie de multiplier des connecteurs et de rendre leur utilisation simple pour le RSSI. Donc, en gros, après l'installation de la plateforme, il suffit de sélectionner des connecteurs, de configurer l'API et on peut d'ores et déjà orchestrer ou bien importer des vulnérabilités. Ensuite, l'outil va centraliser tout ce qui est collecté et le normaliser au travers un méta-référentiel qui est maintenu par Acuity et qui va décrire une vulnérabilité de la même manière, quelle que soit sa source, sans perte d'information, je précise. C'est-à-dire que vous pouvez à tout instant retrouver le score initial de votre risque, la description telle qu'elle vient de votre outil de scanner de vulnérabilité ou de votre prestataire de pentest. Ça, c'est la manière dont on va normaliser sans perte d'information. Là, on apporte aussi quelque chose qui est rarement fait, voire qui est apprécié, c'est l'historisation de toutes ces opérations et toute la traçabilité qu'on peut faire sur ce qui est fait. Ensuite, on va venir rajouter, on va essayer de qualifier la réalité de la menace derrière la vulnérabilité. Donc là, on va agréger, on va collecter des sources de menaces pour vérifier la réalité de la menace derrière la vulnérabilité. Par exemple, est-ce qu'il y a un exploit disponible, quand est-ce qu'il a été utilisé pour la dernière fois, quelle est l'intensité de la menace sur les réseaux sociaux, un ensemble d'éléments qui vont qualifier temporellement la vulnérabilité et la pondérer à la hausse ou la baisse en termes de risque. Et puis également des éléments techniques qui sont issus de votre système d'information. Par exemple, est-ce que l'asset est exposé ou pas? Je fais juste une parenthèse pour vous dire que tout ce que je vous décris là, il est fait pour surtout pas rajouter une surcouche de travail fastidieuse à un travail de gestion des vulnérabilités qui est déjà. Donc, tous nos travaux sont guidés par faciliter le quotidien du RSSI et des équipes de remédiation. Donc, par exemple, qualifier l'exposition d'un asset,
Si vous avez cette information dans votre référentiel d'assets, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, l'outil va analyser l'asset et donner des indicateurs d'exposition par rapport à une analyse automatique. Donc, tout ça, c'est automatisé. Et enfin, vous allez de la même manière pouvoir injecter des résultats d'analyse de risque pour qualifier vos impacts sur vos assets par rapport à tel ou tel incident. Mais là encore, on est capable de donner un niveau de sensibilité d'un asset de manière automatique sur la base d'éléments techniques. On n'est pas dans l'ISO 27005 à ce niveau-là, mais néanmoins, on fait un travail qui est rarement fait, c'est de qualifier la sensibilité de tous les assets qu'on a dans notre système. Et enfin, de la même manière que je l'ai dit au sens collecte, on s'interface avec les outils, les plateformes de ticketing, d'ITSM de manière native au travers d'API et de manière bidirectionnelle. Et il suffit de paramétrer dans la plateforme quelques informations et c'est globalement plug and play. J'espère avoir répondu. Merci. Alors, je vais poser une question du public. Enfin, il y a même plusieurs questions un petit peu similaires. C'est quelle est la différence entre votre solution et celle de Qualys ou Nessus qui qualifie finalement comme vous? Alors, la première différence, c'est que nous, on ne fait pas de détection. Donc, c'est bien aux entreprises de choisir l'outil de détection qui leur convient par rapport à tel ou tel contexte, par rapport à un scanner réseau, un outil qui va détecter des failles applicatives. Donc, nous, on est un orchestrateur d'outils de détection. On peut agréger des dizaines, des centaines de sources. On n'a pas une source unique de découverte de vulnérabilité. On a tout votre écosystème de détection, que ce soit des scanners ou des services. Donc, la principale différence, déjà, c'est qu'on ne fait pas un outil de détection. On est une plateforme qui va orchestrer votre arsenal de détection. Néanmoins, effectivement, Qualys, Nessus, comme l'a dit Didier, font déjà de la qualification de la menace et parfois même agrègent des sources de threat intel. Nous, on ne perd pas cette information. C'est-à-dire qu'on va récupérer cette information, ces scores et ces informations, et on va venir les nourrir. On va venir nourrir notre plateforme avec également ces informations. Donc en fait, on vient enrichir votre arsenal, donner de la valeur à votre arsenal de détection, et on ne vient pas le remplacer, et on ne prétend pas remplacer les outils de détection. Donc, on n'est ni Nessus ni Qualys. On est capable d'améliorer, de faire que 1 plus 1 égale 3, si je me permets cette digression, pas toujours sympa. Pour rebondir juste à l'instant sur ce qui était dit, il y a l'arsenal de détection qui va détecter plein de choses, effectivement, mais souvent il détecte des faux positifs. Est-ce que la solution aide aussi à nettoyer les faux positifs? Alors oui, déjà, j'en ai pas parlé, mais on est capable d'orchestrer des outils pour vérifier avec un outil différent si cet outil-là va détecter la vulnérabilité de notre outil, donc de croiser des informations de plusieurs outils, ou voire d'un pen test avec un scanner de vulnérabilité. Donc là, on déduplique l'information et on la croise. Donc c'est une manière de vérifier cet élément-là. Après, le sujet, on n'enlève pas malheureusement tout le travail de qualification du RSSI et d'équipe de rémédiation. Le sujet, il est bien après d'envoyer certaines vulnérabilités en qualification pour qu'on vérifie leur réalité ou pas. Mais néanmoins, on est capable d'historiser tout ce travail et par exemple d'être capable de monitorer des régressions parce qu'on garde tout cet historique-là, ou bien qualifier des faux positifs parce qu'on sait déjà que cette vulnérabilité a été corrigée et qu'elle a été qualifiée comme corrigée manuellement. Donc, c'est le volume de données, le traitement massif de données qu'on collecte qui permet de faire ce type d'information aussi, ce type de traitement aussi. Très bien, merci. Loïs, peut-être une toute dernière question, il nous reste 1 minute. Oui, une question très rapide. Donc, ce que je comprends, c'est donc ça permet d'avoir une sorte de vision de tableau de bord des différentes vulnérabilités, des différents risques pour pouvoir travailler avec ses équipes et avoir une vision. Donc, c'est quand même des éléments sensibles puisqu'on centralise tout. Est-ce que c'est une solution peut-être très basique, mais je pense intéressante? C'est une solution qui est en cloud, qui peut être on-premise. Comment ça fonctionne? Oui, je vous cache pas, on a systématiquement, bien entendu, cette question, puisque sur le principe, on manipule des données sensibles. En fait, on a 3 modes d'hébergement. Bien sûr, on est disponible en full SaaS. On est disponible on-premise pour certaines entreprises qui le veulent comme ça, qui souhaitent ne pas avoir aucune donnée dans le cloud. Et puis, on a développé, c'est une innovation d'Acuity, en mode hybride, qui permet de délocaliser toutes les fonctions de sécurité, chiffrement, authentification, anonymisation, dans un module qui peut être mis on-premise
donc hébergées et sur le système d'information des clients, et tout en faisant appel à des fonctionnalités vers de cloud computing pour assurer à la fois la sécurité et la confiance et la scalabilité de notre solution, puisqu'on est amené à gérer des millions et des millions de données. Donc on a un module intermédiaire entre le full SaaS et le on-premise qui permet d'avoir un équilibre entre sécurité, en tout cas la perception qu'on peut en avoir, et scalabilité de la solution. Merci pour toutes ces réponses. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat, là, qui sont des questions intéressantes sur le modèle économique ou sur certains produits potentiellement concurrents, qui malheureusement, on n'aura pas le temps de les poser, donc on les passera toutes. Je les garde, Jérôme. Voilà, on les stocke toutes et on les passera toutes à l'équipe et on trouvera un moyen de vous les repartager. On va passer maintenant à la troisième startup. Il s'agit d'Olvid. Olvid qui sera représenté entre autres par Thomas Besnières, son CEO, qui nous promet une messagerie mobile réellement sécurisée. Ils vont nous expliquer tout ça en vidéo. Bonjour, je m'appelle Thomas Besnières, je suis le CEO d'Olvid, je suis docteur en cryptographie et je suis l'un des 4 membres cofondateurs. Bonjour, c'est Eric Sylvestre, en charge du business développement. Et nous sommes généralement accompagnés de Mathieu Finiaz, notre CTO, qui lui aussi est docteur en cryptographie. Et le 4e, Jacques-André Bondy, en charge du marketing produit. Vous utilisez certainement déjà une messagerie instantanée, peut-être même qu'elle fait du chiffrement de bout en bout comme WhatsApp. Qu'est-ce que c'est que le chiffrement de bout en bout? Eh bien, c'est cette capacité à chiffrer votre message avant qu'il ne quitte votre téléphone, à le déchiffrer sur le téléphone de votre destinataire sans jamais le déchiffrer entre les deux. Et ça, c'est une super promesse. Sauf que l'explication s'arrête généralement là. Ce que WhatsApp dit moins, c'est que toute leur architecture repose sur un annuaire opéré par leurs soins. Cet annuaire, c'est la clé de voûte de toute la sécurité. C'est le garant des identités numériques des 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp, une sorte d'Active Directory à gigantesque échelle. De notre point de vue, demander à 2 milliards de personnes de faire confiance à un seul tiers de confiance, ça n'a juste strictement aucun sens, c'est juste une illusion de sécurité. Et pourtant, cette architecture qui est utilisée par WhatsApp, c'est celle qui est utilisée par toutes les grandes messageries aujourd'hui. Olvid est la première et la seule messagerie instantanée au monde qui fait du chiffrement de bout en bout de tout, données et métadonnées, sans jamais reposer sur un tiers de confiance. On a juste supprimé l'annuaire. Et comme il n'y a plus d'annuaire, on n'a pas besoin de vous demander la moindre donnée personnelle. Pas de prénom, pas de nom, pas de numéro de téléphone, pas de date de naissance, pas de partage de carnet d'adresse, juste rien. Comment faisons-nous? Eh bien, on a juste remplacé l'annuaire par des protocoles cryptographiques innovants qui sont conçus spécifiquement pour sécuriser des échanges entre des gens et qui s'appuient sur le lien naturel qui existe déjà entre des utilisateurs dans la vraie vie. Si vous êtes dans la même pièce que votre interlocuteur, il y a une manière simple d'entrer en relation sur Olvid. Si vous pouvez lui téléphoner, il y a aussi une manière simple. Vous préférez peut-être vous présenter les uns aux autres. Ça aussi, c'est possible avec Olvid. Et si vous avez un annuaire d'entreprise, eh bien, Olvid peut s'appuyer sur cet annuaire pour permettre à tous vos collaborateurs d'entrer en relation comme ça. Et toujours avec un niveau de sécurité sans précédent. Avec Olvid, vous conservez une maîtrise totale de votre carnet d'adresse, plus de spam, tout est chiffré de bout en bout, données et métadonnées, et ce, sans partager la moindre donnée personnelle. Nous soumettons aujourd'hui Olvid à 3 validations indépendantes et complémentaires. 1. Nous procédons à une validation théorique de l'intégralité de nos protocoles cryptographiques par le professeur Michel Abdallah, qui est un cryptologue mondialement reconnu, directeur de recherche CNRS, professeur attaché à l'École normale supérieure et directeur du board de l'IACR. 2. Nous avons un bug bounty ouvert auprès de l'entreprise Yesouillac. 3. Une certification CSPN est en cours auprès de l'ANSSI. Alors, à qui s'adresse Olvid? Olvid s'adresse à tous. C'est gratuit pour le grand public et nous proposons des options payantes pour les entreprises. Les cas d'usage sont très nombreux dans un contexte professionnel. Je n'en cite que 3. Le premier, la gestion donc de crise. Imaginez le système d'information est par terre et pour éviter de se retrouver sur WhatsApp ou sur Gmail, vous utilisez Olvid, création de groupes internes sécurisés et création de canaux sécurisés avec l'extérieur en moins de 30 secondes sans aucune adhérence au système d'information. Deuxième cas d'usage, la communication avec l'extérieur. Sous-traitants, avocats, consultants, prestataires. Toutes les entreprises ont leur propre solution sécurisée en interne, mais dès qu'il faut communiquer avec l'extérieur, le mail est très souvent utilisé et ce n'est pas du tout sécurisé. Troisième cas d'usage, communication COMEX, petit clin d'œil au RSSI, enfin une solution sécurisée que les membres du board devraient savoir utiliser car ça ressemble beaucoup à WhatsApp.
Alors, où en sommes-nous? Nous sommes en train de développer l'intégralité des fonctionnalités que l'on attend d'une messagerie instantanée classique, plus les options payantes pour les entreprises. La version desktop, web, le lien avec l'Active Directory, très pratique pour gérer les groupes de manière dynamique, le MDM, le multi-device. Et la toute première option payante qui va sortir, c'est le chiffrement de la voix et de la visio, commercialisation prévue en septembre. Et voilà pour la vidéo d'Olvid. Nous allons maintenant passer à la phase de questions-réponses et c'est Loïs qui va ouvrir le chemin. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour ce dossier et cette vidéo très dynamique. Voilà, on a compris que vous faisiez évoluer déjà, c'était une question qu'on avait, mais la réponse est déjà dans la vidéo, que vous faites évoluer votre solution qui faisait plutôt du texte en audio et vidéo. Donc, je pense que la question, voilà, c'était une interrogation du jury que vous avez répondu. Une question que j'aurais, c'est le marché de la communication sécurisée est très chargé. On pense à WhatsApp, bien sûr, mais on pense aux communications comme Signal, Team on the Run, Citalit, beaucoup de solutions qui existent. Comment comptez-vous vous démarquer? Et là-dessus, il y a un élément qui est important, c'est que vous parlez beaucoup, par exemple, de chiffrement de métadonnées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez garantir que toutes les métadonnées, comme les IP, etc., sont chiffrées et sont inconnues pour n'importe quelle personne qui intercepterait une communication ou entre les deux? Merci. Alors donc déjà, merci pour cette soirée. Donc pour répondre à la première question, comme on le dit dans la vidéo, en fait, il y a énormément effectivement de solutions qui font du chiffrement de bout en bout. Mais fondamentalement, ce que nous, on apporte, c'est un modèle de sécurité qui est complètement différent de l'intégralité des autres solutions. Dans toutes les autres solutions, à un moment donné, vous êtes obligé de faire confiance à un serveur, un annuaire, un tiers, que généralement, vous ne maîtrisez pas. Dans toutes les solutions que vous avez citées, sauf erreur de ma part, vous êtes à chaque fois obligé de faire confiance à celui qui fournit le service. Et nous, on arrive avec une solution dans laquelle vous n'êtes pas obligé de nous faire confiance. Il n'y a pas quelque part un serveur qu'il suffit de pirater pour réussir à prendre connaissance de la moindre des données des utilisateurs. Donc ça, on a un modèle de sécurité qui est fondamentalement différent et qui, de notre point de vue en tout cas, scale beaucoup mieux que ces solutions-là où, quand vous avez, comme on le dit dans la vidéo, un tiers de confiance pour 2 milliards de personnes, je crois que personne ne contredira le fait que ça n'a strictement aucun sens. Voilà. Et donc, du point de vue technique, pour ce qui est des métadonnées collectées, donc comme on disait, on n'a aucune donnée personnelle, on n'a pas besoin pour opérer le service. Après, on a une messagerie qui utilise un protocole REST, HTTP. Donc, notre serveur va voir passer des adresses IP. Ces adresses IP, on n'en a pas besoin, donc on ne les collecte pas, c'est juste utilisé, on reçoit des paquets sur ces adresses IP, c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne logue pas, on n'en garde aucune trace, mais effectivement, on a besoin de ça. Ce qu'on prévoit d'intégrer dans Olvid, c'est la possibilité de passer par un VPN ou de passer par un proxy afin de masquer son adresse IP de façon efficace. Et aujourd'hui, c'est la seule donnée dont on a besoin, mais c'est la donnée vraiment purement technique qu'on ne stocke pas. Et pour revenir juste aux couches un petit peu supérieures du protocole, ce que notre serveur voit passer, le serveur qui fait transiter les messages, ce qu'il voit passer, c'est un pseudonyme et de la donnée chiffrée. C'est absolument tout. Donc, il n'y a pas la moindre métadonnée qui ne soit pas chiffrée, et en particulier, on ne voit jamais passer le moindre élément d'identification, comme un prénom, un nom, un numéro de téléphone, ou quoi que ce soit de cette nature-là. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en dehors de l'adresse IP. Vous êtes complètement anonyme sur le réseau. D'accord, merci. Didier, une question de ton côté? Oui, bien sûr. Bonsoir. J'aimerais que vous reveniez sur, je dirais, la notion de traçabilité. Dans l'usage d'un service de ce type, c'est quoi vos progrès sur ce sujet-là? Parce que c'est toujours des points importants à aborder lorsqu'on déploie ce genre de service. Vous pouvez nous en dire plus sur cette thématique de traçabilité, d'usage, d'accès? Alors aujourd'hui, nous, on est dans une approche où on veut éliminer toute possibilité de tracer nos utilisateurs. Donc
Le point de départ, c'était de dire, on veut le maximum de sécurité, le maximum d'anonymat, le maximum de privacy en général. Après, on est bien conscient que dans certains secteurs en particulier, la traçabilité des communications est indispensable. Donc, je pense par exemple à la BNP où il y a des traders, je sais que les communications doivent être tracées d'une certaine façon. Donc, le protocole d'Olvid font que ces informations ne sont pas disponibles. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est que le client installé chez les utilisateurs Olvid, chez BNP ou chez une autre société, soit configuré de façon à permettre cette traçabilité. Et donc, ce qu'on a prévu, nous, c'est d'intégrer un client, ce qu'on appelle de compliance, qui va être en fait un client Olvid dans un serveur qui va tourner au sein de l'entreprise, on-premise, qui va être mis en copie de tous les messages envoyés par l'utilisateur. Donc, la personne va être enrôlée dans l'équipe BNP, disons par exemple. Au moment de configurer son application, ça va configurer en même temps le serveur de compliance et tous les messages envoyés seront aussi en copie sur ce serveur. Ils vont rester là, protégés, chiffrés, et l'accès à ce serveur va être contrôlé par des protocoles de contrôle d'accès classiques. Et là, ça sera à voir à la société comment est-ce qu'elle veut contrôler ça, s'il faut qu'il y ait 2 personnes en même temps ou ainsi de suite. Mais l'idée, c'est qu'on ne pourra pas dégrader le protocole de Olvid. À la place, on va juste introduire une sorte de... c'est pas une backdoor, mais c'est juste rendre le client compatible avec cette compliance. Et quelle est votre dépendance par rapport à la partie hardware, software du terminal, c'est-à-dire souvent par mobile? Est-ce que votre modèle de sécurité dépend du niveau de sécurité du terminal? Comment vous gérez ça? Alors, j'espère avoir bien compris. Alors aujourd'hui, l'application pour l'instant elle est disponible sur iOS et sur Android, mais on est en train de développer les applications à la fois sous Windows, sous macOS et sous Linux. Donc il n'y a pas de dépendance de ce point de vue-là. Après, il faut comprendre que dans les applications mobiles, on peut profiter, sous iOS en particulier, d'un mécanisme de sandboxing qui est effectivement très agréable quand on est développeur d'applications. Et ça, vous avez beaucoup moins ça sur un desktop. Après, quand on parle de la version desktop d'Olvid, on prévoit de sandboxer absolument tout le contenu que vous échangerez via Olvid restera au sein de l'application et chiffré dans un conteneur qui vous permettra, par exemple, si votre laptop est backupé tous les soirs, de ne pas vous dire « mince, je viens de backuper les documents un petit peu confidentiels de manière non chiffrée ». Non, le mécanisme qu'on mettra en place vous permettra d'avoir la sécurité, la confiance que ce que vous avez dans Olvid reste sécurisé quand bien même l'intégralité de votre disque est backupé tous les soirs. Et pour compléter un peu la réponse, les versions mobiles qu'on a développées aujourd'hui, notre but était de pouvoir les faire tourner sur n'importe quel terminal, y compris le dernier iPhone doré du PDG qui n'a pas envie d'utiliser un téléphone sécurisé Android ou je ne sais quoi. Et donc nous, on est parti du principe qu'il faut qu'on puisse tourner sur le hardware standard. Donc c'est pour ça qu'on est disponible via iStore. On ne demande aucun OS spécial, des choses comme ça. La contrepartie de ça, c'est que si on est installé sur un OS qui contient un malware, on va pouvoir être attaqué par ce genre de malware. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer uniquement sur le mécanisme du système. S'il y a un malware sur le téléphone qui contourne les systèmes de sécurité du téléphone, nous, malheureusement, typiquement sur Android, s'il y a un clavier vérolé qui va enregistrer tout ce qu'on tape, tout ce qu'on tape sera enregistré. Voilà, donc on a à la fois l'avantage de pouvoir tourner sur le hardware grand public que tout le monde veut utiliser, et l'inconvénient, du coup, si le hardware n'est pas sécurisé, ça peut poser un risque. Merci. Merci. Deux questions rapides qui nous ont été posées donc par le public. Un 2 en 1, il faudra faire une réponse courte. C'est déjà, on parle beaucoup de confiance. Qui dit confiance dit aussi transparence. Est-ce que le protocole a vocation à être open source? Et puis aussi, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à d'autres projets comme Matrix ou comme Signal en particulier? Vous avez beaucoup parlé de WhatsApp, mais pas de ces deux-là. Alors, pour le protocole, en fait, il l'est déjà. Donc, tous nos protocoles cryptographiques sont publiés sur notre site web dans une documentation technique un petit peu indigeste, mais qui a le mérite d'exister. Et pour ce qui est du protocole phare, on va dire, de mise en relation, aujourd'hui, il y a un article qui est sorti justement par le professeur dont on parle, Michel Abdallah, dans la vidéo. Donc, l'article de recherche qui prouve formellement le protocole, qui le décrit et qui le prouve, est sorti aujourd'hui sur le site de l'IACR, donc de l'Association internationale des cryptologues. Donc, en fait, on avance progressivement sur ces différents aspects. Et à terme, évidemment, il y a toujours la question de l'open source qui n'est pas posée, mais qui doit être sous-jacente à tout ça. Et évidemment, c'est une volonté de notre part de rendre ce qu'on fait open source dès lors qu'on aura, comme le dit Mathieu, la bande passante pour le faire. Et donc oui, bien sûr, on sera open source. Et après, la question par rapport à Signal et Matrix. Alors Matrix, nous, on n'est vraiment pas convaincus par le niveau de sécurité que ça apporte, tout ça, pas trop d'animal. Et Signal, ça reste en fait, je dirais que Signal, en gros, ils ont fait ce qu'on peut faire de mieux dans un modèle de sécurité qui s'appuie sur un annuaire. C'est-à-dire que si on veut trouver, Signal implémente vraiment une quantité importante de protocoles sécurisés, de cryptographie avancée,
mais en restant dans ce modèle avec un annuaire. Et si on veut passer à l'étape d'après, un niveau de sécurité supplémentaire, bah, la seule solution, c'est de se débarrasser de ce tiers de confiance, se débarrasser de l'annuaire. Et d'une certaine façon, si on regarde, moi je dirais que Signal, c'est ce qu'on peut faire de mieux en termes de messagerie basée sur un annuaire, ça va être mieux que tous les autres. Si on veut passer à un niveau du dessus, bah, il faut supprimer l'annuaire et c'est ce qu'on fait avec Olvin. Donc c'est vraiment, on passe une marche dessus, une marche, enfin, un saut quantique, je dirais, même si ce n'est pas forcément le meilleur terme. Enfin, Merci pour ces différentes réponses. Voilà, l'heure tourne. C'est maintenant le temps de passer à la dernière des startups, Sealed, qui va nous être donc présentée par son CEO, Timothée Rebourg, et qui va nous parler de solutions qui embarquent finalement la protection directement dans les documents. Bonjour, je m'appelle Timothée Rebourg, je suis cofondateur et CEO de la société Sealed. Sealed a été créé en 2016, il y a 4 ans, par Maxime, Mehdi, Dan et moi-même, tous les 4 passionnés de cybersécurité. Nous avons décidé de prendre à corps le problème du chiffrement, pour le rendre enfin utilisable et qu'il soit adopté. Nous sommes accompagnés par plusieurs advisors, notamment Laurent Delaporte, qui est un ancien VP de chez Microsoft, spécialiste de la vente SaaS B2B, Olivier Ramel, qui est directeur d'investissement chez BPI France, qui a investi chez nous début 2018 au travers du fonds Ambition Amorçage Angels, et Didier Perrault, qui est cofondateur de Inwebo, une société française, membre d'Exatrust, dans l'authentification forte. Nous sommes partis du constat simple que votre entreprise est intégrée au sein d'un plus large écosystème avec vos employés, vos partenaires, vos clients, vos sous-traitants, chacun avec son propre système d'information. On peut dire que vos employés ont leurs propres ordinateurs, même si ce sont les ordinateurs de la DSI, ils l'utilisent parfois pour des usages personnels. Ils utilisent aussi parfois des outils non sanctionnés par la DSI. Vos partenaires ont leur propre infra, leurs propres applications métiers. Il en va de même pour vos clients et vos sous-traitants. Et les documents sensibles de votre entreprise transitent sur tous ces systèmes d'information. Ils sont échangés, ils sont vivants. Et pourtant, on ajoute une couche de protection que là où on peut, finalement, sur les systèmes d'information propres de l'entreprise. Et pas au-delà. Pourtant, les documents ne sont pas moins à risque sur les ordinateurs d'un employé ou d'un sous-traitant que sur les serveurs de l'entreprise. Comment faire? Alors, c'est là que l'innovation Sealed intervient. On propose d'ajouter une couche de protection sur chaque document qui va le suivre sur tout son cycle de vie. C'est ce qu'on appelle la protection embarquée pour les documents. Tout d'abord, on assure la confidentialité avec du chiffrement de bout en bout. Et avec une gestion de clés innovante, on arrive à effectuer de la traçabilité et du contrôle d'accès sur les documents, même a posteriori. On arrive également, avec du crypto-shredding, à assurer très simplement les délais de conservation des documents que vous collectez. Et au-delà de ça, la protection Sealed suit le document partout, ce qui fait qu'il peut être échangé, il peut être transféré, il peut être stocké à différents endroits, le document restera protégé sur l'ensemble de son cycle de vie. Prenons un cas concret. Alice, qui est cliente d'une assurance, doit transmettre des documents sensibles à son assureur, Marc. Ces documents sensibles peuvent être des documents d'identité, des documents financiers, des documents médicaux même. Et Marc doit les collecter de façon sécurisée et a tout un tas d'impératifs dessus. Ça peut aller jusqu'au délai de conservation, il ne doit pas les conserver plus d'un certain temps. Pour faire ça simplement, il envoie un lien à Alice sur lequel elle va se rendre et choisir les documents qu'elle veut envoyer de façon extrêmement simple. La particularité comparée à d'autres portails extranet, c'est que les documents sont directement chiffrés pour Marc, de bout en bout, et ce, avant d'être uploadés sur un quelconque serveur. Toute la cryptographie s'effectue dans le navigateur, avant envoi. Et le document, déjà protégé, va ensuite être uploadé sur diverses plateformes, Box, Dropbox, OneDrive, celles que vous voulez, et ces plateformes ne pourront pas lire le contenu des documents. Ils seront chiffrés de bout en bout pour Marc, et seul Marc a la clé pour les déchiffrer. Pour faire ça simplement, il y a une application de bureau que Marc a installée sur son ordinateur et qui lui permet, en un double clic sur le fichier, de l'ouvrir directement dans l'application par défaut pour ce format, Adobe pour un PDF, Microsoft Word pour un DocX. Il peut également générer un lien pour transférer le document à l'extérieur, à quelqu'un qui n'a pas l'application. Et à ce moment-là, ça se passera dans le navigateur, avec une authentification par mot de passe à usage unique, sans aucune installation. Ce mot de passe à usage unique peut être transmis soit par email, si on n'a rien d'autre,
soit par SMS, si on veut ajouter un deuxième facteur. À ce moment-là, le document sera directement prévisualisé dans le navigateur. On aura la possibilité de répondre de façon sécurisée à Marc. Et on pourra, si Marc l'a autorisé, télécharger une version claire du document. Le RSSI, de son côté, a lui un tableau d'administration qui va lui permettre d'avoir l'activité sur chaque fichier. Il peut avoir des actions, par exemple autoriser ou non le téléchargement sur un fichier, ajouter ou pas une date d'expiration sur un fichier, ou révoquer tout partie des destinataires d'un fichier. Il peut également contrôler les appareils de chaque utilisateur. S'il y en a un qui a été volé, il peut le révoquer. Et il a également accès à une piste d'audit de l'ensemble de l'activité de chaque document. Qui a eu accès à quoi, depuis quel ordinateur, à quelle date. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Votez pour nous. Et voilà pour la vidéo de Syld. On va passer à la traditionnelle séance de questions-réponses. Et eh bien, c'est Didier qui va ouvrir le bal pour cette dernière start-up. Bonsoir, merci pour votre présentation. Alors, je vais aborder un petit sujet, c'est lié à la gestion des clés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment vous gérez ça afin de pouvoir, le cas échéant, retrouver les documents d'origine et pouvoir les déchiffrer. Vous pouvez revenir sur ce point-là qui est souvent le point qui est difficile à adresser. Oui, alors, on a prévu en fait ce cas-là, ce que vous appelez, ce que vous avez mis en une seule question. En fait, il y en a deux pour nous. La première, c'est la question de la réversibilité, et la deuxième, c'est la question du recovery. La deuxième, je vais y répondre. On a en fait, chaque utilisateur a un trousseau de clés avec en l'occurrence 2 paires de clés par appareil, et en fait, on va donner la possibilité à un administrateur d'en générer un de plus, qui va être ce qu'on appelle un appareil de sauvegarde. Donc, c'est une paire de clés supplémentaire qui est destinataire de tous les fichiers qu'un utilisateur peut ouvrir à un instant donné. Donc, c'est pas une... Et donc, ces clés privées de sauvegarde, elles vont être elles-mêmes chiffrées pour une clé d'administration qui peut être, elle, séparée via Secret Shamir entre plusieurs personnes si besoin. Donc ça permet de faire un recovery dans le cas où tous les appareils d'un employé seraient détruits. Maintenant, la deuxième question, c'est la question de la réversibilité. C'est comment est-ce qu'on fait, si on garantit par crypto shredding que les documents peuvent être détruits a posteriori, comment est-ce qu'on peut garantir une réversibilité des documents, notamment dans le monde bancaire, pour faire en sorte que les documents soient récupérables a posteriori. Bon, ces deux propositions sont en fait contradictoires. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre, mais on peut faire un entre-deux, c'est-à-dire qu'on peut révoquer les documents pour l'ensemble des appareils des utilisateurs, sauf la clé de sauvegarde. Et à ce moment-là, un administrateur pourra récupérer l'accès aux documents en clair, même après shredding, dans le cas où la clé de sauvegarde serait encore autorisée. Donc ça, c'est un mode particulier qu'on peut ajouter pour les cas particuliers. C'est pas le cas par défaut, mais c'est un mode particulier qu'on peut ajouter pour ce genre de problème. Ok, c'est clair. Loïs, à ton tour. Merci. Oui, bonjour, merci pour votre dossier et votre vidéo. Une question, voilà, c'est qu'il y a aujourd'hui ce type de solution de chiffrement de documents est assez présent dans les entreprises. On a différentes solutions, hein. Je ne vais pas tous les détailler, mais voilà, on a les trucs du BIOC, on a de l'Office, on a de la partie Stormshield, on a plein d'éléments qui existent. Chez vos clients, parce qu'on avait cru voir, on a cru lire dans votre dossier, on a lu dans votre dossier que vous aviez pas mal de clients déjà qui utilisaient votre solution. Quelle était justement la plus-value de votre solution par rapport à d'autres? Pourquoi votre solution était choisie par rapport à d'autres solutions du marché qui amènent cette idée de chiffrer les données? Merci. Alors en fait, la raison pour laquelle, donc effectivement, on a plein de concurrents, que ce soit des protocoles libres comme PGP ou SMIME, que ce soit des solutions propriétaires qui vont faire du chiffrement côté serveur ou côté client, il y en a des tonnes. Là-dessus, effectivement, le marché est assez rempli et on a essayé de prendre le meilleur de tous les mondes, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'assurer un chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire qu'il n'y ait que les ordinateurs destinataires qui aient des conventions de déchiffrement. Donc, par exemple, on élimine toutes les solutions en BIOC où finalement c'est un serveur qui donne l'accès à un serveur à une convention de déchiffrement. Donc, c'est ces solutions de ce type où finalement le chiffrement et les clés de chiffrement sont certes maîtrisées par l'entreprise, mais en intermédiaire de solutions cloud. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire.
Deuxième type de différence, ça va être sur du chiffrement qui va être statique, en quelque sorte, où les droits des fichiers peuvent pas être maîtrisés a posteriori. Quand vous chiffrez un fichier avec un mot de passe, avec une clé ou autre, le document est figé, vous pouvez pas modifier ses destinataires a posteriori, vous pouvez pas le tracer. Et une volonté fondamentale de SILD, c'était de donner du contrôle a posteriori sur les documents. Donc, vous pouvez, et c'est une volonté, avoir accès en tant que propriétaire du document à des métadonnées de qui a ouvert ce document et depuis quel ordinateur. Et vous pouvez également modifier ces droits d'accès a posteriori. Vous pouvez jusqu'à supprimer tous les droits d'accès. Et ça, sans héberger le document. Donc, c'est un peu ce mélange de toutes ces fonctionnalités que j'ai décrites dans le pitch, qui en fait n'existent pas tellement au sein d'une solution unifiée. Et je permets d'en profiter tant que j'ai la main. Et justement, comment ça marche l'intégration dans une entreprise? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu des démonstrations avec, j'envoie un document A à une personne B, etc. Comment ça se passe d'un point de vue de l'intégration de l'entreprise? Est-ce que c'est une solution où on peut automatiquement fournir un exécutable sur un poste pour chiffrer facilement? Est-ce qu'on peut partager facilement les échanges entre collaborateurs? Enfin, comment ça marche au niveau de l'intégration dans une entreprise? Alors, on va avoir trois grandes briques d'intégration. La première, vous l'avez décrite, c'est un déploiement GPO où en fait on peut installer l'application desktop sur tous les postes. Donc ça, c'est complètement wizardless. Il n'y a pas besoin de demander aux utilisateurs d'installer l'application en interface graphique. Deuxième étape d'intégration, ça va être l'interfaçage avec l'AD, éventuellement des systèmes de gestion de groupe pour des rechiffrements automatisés. Ça va impliquer potentiellement l'installation d'un agent côté entreprise qui va gérer toutes les opérations d'interfaçage avec l'AD. Comme ça, notre serveur n'a pas un lien avec l'AD, même si le serveur était en cloud. Et troisième aspect, ça va être l'intégration dans les applications métiers. On va pousser notre solution en fait jusqu'à l'intérieur même des applications qui exploitent des documents SILD. Donc si vous avez des applications de GED, si vous avez des applications métiers en tout genre qui manipulent des documents chiffrés et que vous voulez d'une façon ou d'une autre faire en sorte que ça puisse les rendre à l'utilisateur de la façon la plus simple possible ou que ça puisse les capter depuis des utilisateurs internes ou externes, il y a des SDK qui sont intégrables dans toutes ces applications. Donc ça, c'est un niveau très avancé d'intégration. Merci. Questions qui nous viennent du public. Deux questions un peu techniques. C'est si on a un très gros fichier, qui est souvent le problème quand on essaye de les partager, est-ce qu'on peut streamer ce fichier avec un déchiffrement au fil de l'eau dynamique? Et puis, de la même type de question, est-ce que les restrictions sont attachées à un document ou finalement à une occurrence de diffusion d'un document? Alors, pour la première question, est-ce qu'on arrive à faire des fonctions streamées pour éviter de flinguer la mémoire et le CPU? Oui, donc tout est streamé pour éviter d'avoir 2 gigas en RAM. Et deuxième question, est-ce qu'on va chiffrer une occurrence d'un fichier ou un fichier? Disons que si vous dupliquez le fichier, vous avez votre fichier chiffré sous la main, vous le dupliquez, vous aurez 2 fois le même fichier SILD. Donc du point de vue de SILD, ce sera un seul fichier qui sera dans 2 versions différentes et chacune d'entre elles pourra être modifiée indépendamment. Donc c'est toutes les occurrences du fichier à partir du moment où il a été chiffré une fois. Très bien. Et peut-être une dernière pour conclure sur le fonctionnement dans les solutions cloud et en particulier tout ce qui va être soit Office 365, soit Google Doc. Comment est-ce que le produit fonctionne? Quelles fonctionnalités on perd, on garde? Alors, les fonctionnalités qu'on perd, c'est inhérent au chiffrement. On va perdre tout ce qui est analyse du service cloud à l'intérieur des documents. Vu qu'on ne veut pas donner les clés et donc le contenu en clair au service cloud, Google ou Microsoft ne pourront pas faire de recherche full text, par exemple, à l'intérieur des documents. Les éditions, les clients légers en fait de Word et de la Google Suite ne seront pas exploitables parce que ces clients-là effectuent toutes les opérations côté serveur et donc ne peuvent pas manipuler un document chiffré de bout en bout. Donc on n'a simplement pas de façon. Il y a même les solutions libres du type Collabora qui fonctionnent, qui font marcher à peu près la même chose que Google Docs, mais avec du LibreOffice. Pareil, c'est exécuté côté serveur, donc ça ne sait pas manipuler un fichier chiffré.
Très bien, merci pour toutes ces réponses. On en a encore eu beaucoup de questions, en particulier sur la logique de classification, de tags, de chiffrement homomorphique, etc. Donc malheureusement, on n'aura pas le temps de les traiter, mais on va aussi les consolider. Et bien, on va passer maintenant à la dernière partie de la soirée, la partie que vous attendez tous, le fameux vote du public. Et je vais passer la main à Florence pour cette partie. Merci Jérôme pour cette animation et merci aux startups pour leur pitch. Merci à tous pour vos questions, elles sont très nombreuses. En effet, on voit qu'il y a un vrai intérêt pour les solutions, les innovations qui nous étaient proposées. Alors bien sûr, donc comme disait Jérôme, maintenant on passe au vote du public. Donc je vous rappelle, hein, c'est le processus par Klaxoon. Vous avez l'application, vous taguez le QR code ou vous tapez Klaxoon sur votre navigateur. Enfin, vous faites l'une des solutions, hein, pas la peine de faire les trois à la fois. Vous avez un code d'accès qui s'affiche et donc ensuite vous pouvez mettre un pseudo et répondre donc à la question de la startup qui vous a le plus convaincu, dont la technologie vous a le plus convaincu. Donc les 4 startups qui vont s'afficher, je vous rappelle, Buster AI, Acuity, Olvid ou Sealed. Donc laquelle mérite le plus d'être récompensée selon vous? On vous laisse un petit peu de temps parce qu'on sait qu'il y a un léger décalage. On va avoir notre maître d'œuvre qui est aux manettes, qui nous dira quand tout le monde aura voté. En tout cas, on peut voir qu'il y a eu une grande diversité des sujets qui ont été traités cette année. Absolument. Je pense qu'au sein du jury, on a vraiment apprécié de voir le dynamisme et la diversité des dossiers qui ont été bien envoyés cette année, avec des sociétés qui n'hésitent pas à candidater plusieurs fois et qui nous ont aussi finalement montré qu'avec de la persévérance, les produits progressent et qu'on a de plus en plus de retours et de choses intéressantes à voir. Et une maturité de plus en plus importante des startups qui candidatent au prix de l'innovation. Les discussions sont mouvementées dans le jury. Toujours. Voilà, voilà. Donc, alors, on attend encore un petit peu parce qu'on sait que vous êtes peut-être en train d'hésiter entre 2 startups. Pour l'instant, on a une 50aine de votants. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Vos données ne seront pas récupérées sur Klaxoon. Et ces pitchs, en tout cas, vont nous être très utiles demain pour la prochaine réunion du jury. Ça nous permet, nous aussi, d'avoir découvert un peu les entrailles du produit, la manière dont il fonctionne, et puis d'avoir pu échanger avec leurs créateurs, ce qui est toujours quand même nécessaire pour bien pouvoir cerner un produit et voir à quoi il peut servir dans nos contextes, sachant que le prix est vraiment dans un état d'esprit qui est celui du RSSI, qui l'utilisera dans son entreprise. On a eu pas mal de questions sur le chat sur des logiques plus d'aspects sociétaux, d'aspects grand public. L'angle du prix des assises est évidemment avant tout un angle d'un prix tourné vers les grandes entreprises, vers les petites et moyennes entreprises, mais on reste dans l'esprit effectivement d'un usage d'entreprise où on connaît les utilisateurs, où on connaît notre environnement, en tout cas le cœur de son environnement. Donc, je crois qu'on va pouvoir arrêter le compteur. Clément. Oui, on est à plus de 91 votes là, donc on est pas mal par rapport au nombre de participants. On va découvrir qui a gagné le prix du public. Un petit peu de suspense. Alors, il ne faut pas que Clément se trompe. Oui. Mais c'est le direct aussi. C'est le charme du direct. Tout va bien. Tout va bien. Donc, le vainqueur, mais c'est quand même disputé entre le premier et le deuxième. Donc, bravo au vainqueur, bravo à Olvid, qui gagne le prix du public devant Buster AI, Sealed et Acuity.
Bravo, merci en tout cas pour cette belle soirée. Enfin, j'espère que vous avez apprécié, vous avez été très nombreux à nous rejoindre, beaucoup de questions de la part du jury que je remercie bien sûr. Alors, Olvid, c'est Thomas, peut-être vous voulez dire quelques mots? Alors oui, alors je ne les ai pas préparés évidemment parce qu'avec, je vais juste remercier ceux qui ont voté pour nous. Je vais vous remercier d'avoir organisé cette soirée et je vois que c'est super serré. Donc voilà, donc on est ravis d'être devant, mais il faut quand même bien admettre que là, je pense que le choix a été compliqué. Voilà. Mais donc merci beaucoup pour cet honneur-là. Je pense que ça va bien nous aider. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Bon, moi, je tenais à vous remercier tous. D'abord, le jury. Merci à vous tous. Bien sûr, les startups. Merci à Clément Joliet de Westone qui a été à la manœuvre pour cette soirée et qui nous a permis d'organiser ce prix d'innovation de façon virtuelle. Merci à Jérôme qui a animé ça de main de maître aussi. Et puis, donc, le lauréat du prix de l'innovation qui sera désigné par le jury du prix de l'innovation sera annoncé demain, mercredi 1er juillet. Et sinon, on se retrouve du 14 au 17 octobre aux Assises de la cybersécurité à Monaco. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent été. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.